La question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui est: est-ce qu'il est illicite, est-ce qu'on doit mesurer la température cérébrale des patients qui ont une lésion cérébrale en réanimation? C'est une question difficile parce qu'elle est peu étayée par les articles cliniques. Néanmoins, on a un certain nombre d'éléments de réflexion que je vais vous présenter. Je vais commencer ma présentation avec des aspects importants, des notions importantes de physiologie pour comprendre en fait ce problème, cette problématique de. Dans ce premier travail, les auteurs ont implanté une sonde thermocouple dans le noyau accumbens de rat, permettant d'avoir la mesure de la température cérébrale en continu. Ils ont alors pincé la queue des rats pendant 3 minutes, tout en mesurant également la température au niveau sanguin. Sur le graphe A, vous voyez donc ces deux températures, cérébrale et systémique, qui augmentent après cette stimulation douloureuse. Et sur le graphe B, vous voyez la différence en fait entre les deux températures, et vous voyez que très vite, dans les premières minutes, elle s'accroît avant de revenir à la normale, en fait, enfin, à zéro, l'absence de gradient, à partir d'une vingtaine de minutes. Quand on regarde plus précisément ce qui se passe entre ces deux températures, vous voyez qu'à la phase toute initiale du phénomène, la température cérébrale accroît avant la température systémique, ce qui suggère que la chaleur en fait s'est diffusée du compartiment cérébral vers le compartiment sanguin comme une forme de dissipation de cette chaleur, de cette production de chaleur cérébrale. Donc, dans cette expérience, deux points clés déjà sont abordés. C'est le premier point clé, c'est la production de chaleur liée à l'activité cérébrale et à son métabolisme, qui est très importante, hein, puisqu'on sait que même au repos, le cerveau est responsable de 20% de la consommation d'oxygène de l'organisme. Et le second aspect, c'est le lavage en fait de cette production de chaleur cérébrale par le débit sanguin cérébral qui lui aussi est important puisqu'il est aussi aux alentours de 20% du débit cardiaque, encore une fois, au repos. Bien sûr, la température cérébrale dépend aussi de la température systémique. Et puis le quatrième point important pour déterminer en fait cette température cérébrale sera le propre système de refroidissement du cerveau. Donc c'est cooling, le cooling system qui est connu sous le nom de selective brain cooling, euh, qui repose d'une part sur le système des cavités nasales, avec les fosses nasales qui sont en lien avec le système carotido-caverneux qui permettent de ventiler en fait ce carrefour avec le système vasculaire d'une part, et d'autre part le fait que l'ethmoïde soit un os assez fin avec là encore une surface d'échange avec la surface du cortex du lobe frontal. Euh, L'autre système d'échange thermique, c'est le système vasculaire qui est constitué de veines émissaires entre le scalp et la surface interne du crâne, d'une part, qui est un système aussi artériel avec les artères corticales qui cheminent à la surface du cortex sur plusieurs centimètres, et enfin des veines perforantes entre le scalp et les sinus veineux duraux. Néanmoins, chez nos patients, ce système des fosses nasales devient inopérant du fait de l'intubation et de la ventilation mécanique, ce qui peut devenir un problème finalement, puisque le cerveau est, on le sait, d'autant plus en cas de lésion cérébrale, très vulnérable et sensible à la fièvre, comme illustré sur ce cas clinique. Il s'agit de tracés d'un patient où vous le voyez, la température était montée progressivement durant la journée, avec également une augmentation parallèlement de la capnie. On voit à travers ici le TCO2 puisque le réglage du ventilateur n'avait pas été modifié, et la conséquence avait été une augmentation significative de la pression intracrânienne. Ceci est corroboré par ce travail très récent issu de la cohorte
Center TBI, dans lequel les auteurs ont sélectionné 21 patients traumatisés crâniens pour lesquels ils disposaient de la température cérébrale en continu et qui n'avaient pas de contrôle de la température. Ils ont observé 149 épisodes de variation de la température cérébrale durant au moins 15 minutes et ont montré que la pression intracrânienne montait ici en bas à gauche avec l'augmentation de la pression de la température cérébrale et de même la pression de perfusion cérébrale baissait parallèlement. En bas à droite, on voit que le phénomène inverse existait également, c'est-à-dire que quand la température cérébrale baissait, la pique baissait aussi avec une majoration de la pression de perfusion cérébrale. Sur cette figure est figurée la relation entre la pression intracrânienne et les différents niveaux de température. Vous voyez que quand la température s'accroît, la pression intracrânienne a tendance à s'accroître également, moyennant des intervalles relativement larges et même recouvrants. Sur la partie de gauche du diagramme, dans la partie grisée, vous voyez que la pique n'a plus tendance à baisser quand la température cérébrale baisse, et les auteurs expliquent qu'en réalité, ce sont probablement essentiellement des patients qui sont en hypertension intracrânienne et qui sont traités spécifiquement. Mais la température cérébrale, quand elle est élevée, a beaucoup d'autres effets délétères sur le cerveau que j'ai essayé de vous résumer ici et qui comprennent une protéolyse avec une destruction du cytosquelette, une apoptose, des microthromboses, de l'inflammation, la réouverture de la barrière hémato-encéphalique, des crises métaboliques, une augmentation de l'excytotoxicité avec libération d'acides aminés excitateurs, une libération également de radicaux libres avec un stress oxydant et éventuellement des effets proépileptiques. Tous ces mécanismes entraînent de l'œdème, une hypertension intracrânienne et une neurotoxicité propre. Et par conséquent, ils entraînent en fait des lésions neuronales secondaires qui se manifestent par un coma et une majoration de la morbidité et même de la mortalité de nos patients. C'est pourquoi les conférences d'experts recommandent de contrôler la température chez les patients victimes de lésions cérébrales. Ici, les recommandations françaises sur le trauma crânien sévère, dans lesquelles les experts recommandent d'utiliser le monitorage de la pique en cas de signes d'hypertension intracrânienne sur l'imagerie, en cas de nécessité de chirurgie périphérique urgente et en cas d'impossibilité de l'évaluation neurologique du patient, c'est-à-dire dans les cas les plus sévères. En ce qui concerne le contrôle de l'hyperthermie, les experts renvoient en fait sur une autre conférence d'experts spécifique au contrôle ciblé de la température en réanimation, qui précise que chez le traumatisé crânien sévère, il est probablement nécessaire de cibler la température à 35-37 degrés de façon à prévenir l'hypertension intracrânienne et améliorer l'outcome d'une part, et d'autre part, à traiter une hypertension intracrânienne réfractaire malgré un traitement bien conduit. Ces recommandations sur le CCT recommandent aussi de contrôler la température en cas d'AVC ischémique sévère, avec une cible à entre 35 et 37 degrés, en cas d'hématome intraparenchymateux avec coma, en cas d'hémorragie méningée grave et en cas de méningite bactérienne qui s'associe avec une hypertension intracrânienne. Il est également recommandé, en cas de contrôle ciblé de la température, de cibler le contrôle sur la température mesurée du patient.
Néanmoins, les recommandations ne spécifient pas où ce paramètre doit être mesuré. Or, ça a son importance puisque la température systémique ou la température cérébrale peuvent présenter un gradient significatif. C'est ce qu'on voit dans ce travail relativement ancien sur 15 patients durant les 4 heures qui suivaient un infarctus cérébral ischémique. Les auteurs ont mesuré les températures ventriculaires, épidurales, intraparenchymateuses, urinaires et jugulaires. euh, et vous voyez que tous les patients avaient une température cérébrale supérieure aux différentes températures systémiques de 1 à 2 degrés. De plus, on voit que les températures épidurales et jugulaires sont beaucoup plus proches en fait de la température systémique que de la température cérébrale intraparenchymateuse. De manière intéressante, 5 patients avaient reçu du paracétamol avec un effet qui était moins important sur la température cérébrale puisqu'il baissait de 0,6 degrés en moyenne par rapport à l'effet sur la température systémique qui était de 1,1 degré. En ce qui concerne la température rectale maintenant, dans une autre étude, on a des patients qui ont une différence qui va jusqu'à 3 degrés. Vous pouvez voir sur le diagramme en haut à gauche, que ce soit en plus ou en moins par rapport à la température cérébrale. Quand on regarde la température temporale sur le diagramme en bas et sur la courbe à droite, vous voyez que c'est même encore pire, avec une différence qui est parfois très importante par rapport à la température cérébrale. Alors, le gradient a été mesuré dans de nombreuses études, et c'est même parfois vrai chez un seul et même patient. Vous voyez ici deux patients différents avec les courbes de température cérébrale et de température systémique au cours du temps. Et vous voyez que même si les deux se suivent, le gradient, la différence entre les deux est variable selon les moments. Et c'est encore plus vrai pour le patient B en bas, qui a bénéficié d'une crâniolectomie de décompression. Donc, il paraît intéressant de monitorer la température cérébrale spécifiquement. Alors maintenant, la question est comment mesurer cette température cérébrale en pratique. Les premiers travaux de mesure continue chez l'être humain datent des années 90 avec ce type de sonde thermique insérée sur un cathéter de dérivation ventriculaire externe. Maintenant, les différents systèmes de monitorage de la pique sont couplés avec des sondes thermiques, ce qui nous permet en fait de disposer de la température cérébrale intraparenchymateuse dès lors qu'on utilise un monitorage de la pique sans avoir à utiliser du matériel supplémentaire. Alors, les avantages de ce type de matériel, c'est donc la mesure continue, c'est que c'est simple à mettre en place et à utiliser, euh, et que c'est fiable dans le temps. Les désavantages, c'est le fait que ça mesure à un seul endroit, un seul site à l'intérieur du cerveau, et que ça reste malgré tout du matériel invasif. Alors, comme on a vu que la surface du cortex était une zone d'échange de chaleur, la question qui se pose, c'est où placer au mieux en fait ces différents sensors. Ces deux possibilités techniques, intraparenchymateuse ou intraventriculaire, ont été comparées dans ce travail sur 17 patients traumatisés crâniens. Vous voyez ici la figure de Blant et Altman qui montre un agrément assez satisfaisant avec un delta moyen de 0,01 degré et 96% des couples de température qui sont dans la zone plus ou moins 2 écarts types, ce qui correspond à plus ou moins 0,4 degrés Celsius. Donc, on pense que les deux techniques sont acceptables.
Cependant, dans un autre travail incluant davantage de patients, les auteurs ont trouvé une température ventriculaire plus proche de la température systémique. Ici, ils ont mesuré la température au retrait d'une dérivation ventriculaire externe à chaque centimètre. Et bien que ce ne soit pas significatif, la différence de température entre le ventricule et le parenchyme était de 0,5 à 0,6 degrés Celsius. En revanche, la température était la même entre 2 et 4 cm de profondeur. C'est pourquoi les auteurs recommandent une profondeur d'insertion de 2 à 3 cm dans le parenchyme. Alors maintenant qu'on sait comment mesurer la température cérébrale, la question est qu'est-ce qui détermine le gradient entre la température cérébrale et la température systémique et de façon à pouvoir l'interpréter et à utiliser ce gradient en pratique pour nos patients. Alors, le premier élément, est-ce que la température, le niveau de température lui-même a un effet sur ce gradient? Ce travail semble affirmer que oui, puisque vous voyez ici sur 20 patients cérébraux lésés avec température mesurée dans les ventricules et dans les artères pulmonaires, que le gradient va passer de 0,16 degrés euh, de base à 0,4 degrés Celsius au moment d'épisode fébrile. Et lorsque l'épisode fébrile se résout, la température et le gradient revient à son niveau antérieur. Donc le gradient semble augmenter avec l'épisode fébrile et donc le niveau de température lui-même. Ça, c'est un autre travail chez l'enfant qui trouve le même type d'effet, euh, où le gradient cérébro-systémique était comparé dans 4 groupes qui étaient déterminés selon la température cérébrale. Comme on le voit sur le diagramme du haut à gauche, le gradient était positif en normothermie et augmentait en hyperthermie, alors qu'il était négatif en hypothermie, avec une augmentation de l'amplitude en cas d'hypothermie profonde. Le diagramme du bas nous montre que la courbe d'un enfant, et vous voyez que le gradient en fait s'inversait en hypothermie et il devenait positif quand l'enfant était réchauffé. Donc les auteurs concluaient qu'il était important de cibler la température en cas de contrôle thermique sur la température cérébrale de manière à éviter de trop refroidir en fait l'organisme du patient. Le deuxième déterminant du gradient cérébro-systémique est possiblement le débit sanguin cérébral. Depuis l'année 2006 est apparue une nouvelle technique de mesure de la température cérébrale par IRM, donc d'imagerie à spectroscopie de protons. Elle est basée sur le fait que l'excitation des protons de l'eau est linéaire avec la température, alors que celle de N-acétylaspartate ne l'est pas, et la technique permet de déduire en fait la température à chaque voxel. Sur, ce, sur ces images, vous voyez le cas d'un patient qui a un AVC ischémique où les auteurs en fait ont contourné l'infarctus, le corps de l'infarctus, la pénombre en jaune et l'oligémie en rouge. Et ils ont mesuré la température dans ces différentes régions. Et vous voyez sur la figure en bas à gauche que plus on se rapproche en fait de l'infarctus, plus le débit est bas et plus la température va apparaître élevée. C'est un autre travail en IRM de mesure de la température cérébrale dans le cœur de l'infarctus, la pénombre et le tissu normal qui sont comparés en fait à la température tympanique après des AVC ischémiques. Et vous voyez qu'à l'arrivée, la température cérébrale est toujours supérieure à la température tympanique et vous voyez qu'elle est maximale au niveau de la zone de nécrose, intermédiaire au niveau de la pénombre et un peu moins élevée dans le tissu normal. Au HJ5, il n'y a plus de différence significative entre ces trois niveaux
de mesure de la température au niveau de l'infarctus euh, et autour de l'infarctus. En revanche, il y a toujours 2 degrés de différence par rapport à la température tympanique, euh, entre la température tympanique et les températures cérébrales. À nouveau, une étude en IRM à la phase aiguë d'un AVC ischémique, mais cette fois expérimentale chez 6 macaques. Sur le diagramme de gauche, vous voyez les températures dans le cœur d'un infarctus, dans la pénombre, dans la région oligémique et du côté contralatéral. Et sur le diagramme de droite, le, le débit sanguin cérébral régional. Vous voyez que durant la période d'ischémie, qui dure 1 heure, pardon, la température est maximale dans la pénombre, et puis dans l'infarctus, et enfin dans l'unigémie quand on compare au côté contralatéral. Quand on examine ce qui se passe ensuite à la reperfusion, durant les 12 heures de reperfusion, le débit sanguin régional montre une hyperémie qui va être maximale en fait dans l'infarctus et qui va permettre de dissiper en fait la production de chaleur. Néanmoins, vous voyez que ce débit sanguin cérébral qui est maximal dans l'infarctus va rapidement baisser et vous voyez sur le diagramme de gauche que la température cérébrale de l'infarctus va remonter dans un second temps. Alors que pour la pénombre et l'oligémie, le débit sanguin régional va permettre de faire baisser la température au niveau en fait de la température de l'hémisphère contralatéral. Donc le débit sanguin cérébral a permis en fait de laver cette production de chaleur qui est probablement liée aux phénomènes inflammatoires en fait qui font suite à l'AVC ischémique. Finalement, les auteurs ont conclu que la température locale était même peut-être prédictive de la viabilité en fait des tissus, c'est-à-dire que une température locale très élevée en fait signifierait que le cerveau ou le débit n'est pas capable en fait de dissiper la production de chaleur. Cependant, quand le débit sanguin cérébral diminue de manière trop importante, c'est le phénomène opposé qui survient, c'est-à-dire que la température cérébrale diminue également de manière très importante, probablement en raison d'une diminution du débit, du métabolisme pardon, régional. Vous voyez ici le cas d'un patient avec la température cérébrale en haut en bleu qui va chuter exactement au moment où la pression intracrânienne en bleu en bas devient incontrôlable et où la pression de perfusion cérébrale du coup chute. Ce qui est surprenant, c'est que ce phénomène euh, de baisse du gradient en cas de baisse de la pression de perfusion cérébrale survient avant même la baisse de la pression de perfusion cérébrale elle-même. Dans ce travail de 54 patients cérébraux lésés, 11 patients se sont aggravés et sont passés au mort encéphalique. Et vous voyez que pour ces patients, la température cérébrale passait sous la température systémique près de 4h30 avant que la PPC baisse sous le seuil des 40 mm de mercure. Alors, finalement, est-ce que ce gradient de température cérébro-systémique a un rôle sur le pronostic? Euh, Ceci est un travail dans lequel les auteurs en fait ont regardé le score d'outcome de Glasgow qui va de 1 au décès à 8 récupération complète chez 51 patients traumatisés crâniens sévères. Sur les points à gauche, ce sont les patients qui n'avaient pas de température extrême, c'est-à-dire inférieure à 37 ou supérieure à 39. Et à droite, ce sont les patients qui présentaient donc une température très basse ou une température très élevée à un moment de l'évolution en réanimation. Et vous voyez que quand on regarde tous les patients, il n'y a pas de différence selon qu'il y avait des températures extrêmes ou pas sur le pronostic. Et quand on regarde les patients
au milieu, sur le diagramme du milieu, qui n'avaient pas eu de contrôle ciblé de la température. En revanche, les patients qui avaient des valeurs de température cérébrale extrême avaient un moins bon pronostic. Et vous voyez sur le diagramme du bas que si en fait on contrôlait ces valeurs extrêmes avec un contrôle ciblé de la température, le pronostic revenait en fait équivalent aux patients qui n'avaient pas présenté en fait de valeurs de température extrême. Alors, les auteurs avaient aussi regardé ce qui se passait quand on avait une variabilité en fait de la température cérébrale de plus de 1 degré Celsius pendant 12 heures. Et vous voyez que qu'ils aient reçu ou pas un contrôle ciblé de la température, les patients qui avaient une variabilité plus importante de la température cérébrale avaient un moins bon pronostic. De plus, dans cette série, 36 patients avaient bénéficié d'une craniectomie de décompression que vous voyez à gauche sur ce graphe. Et vous voyez que la température chez les patients qui avaient eu cette craniectomie de décompression, le gradient de température était plus bas, ce qui était probablement lié en fait à un échange de chaleur plus important à travers le scalp. Alors finalement, si on essaye de résumer toutes ces études, on peut dire que le gradient de température entre le cerveau et l'organisme dépend en premier lieu de la température systémique, avec une augmentation en fait, du gradient en cas de fièvre et une baisse en cas d'hypothermie. Deuxièmement, elle va dépendre également de la production de chaleur, que celle-ci soit physiologique avec l'activité cérébrale ou pathologique via l'inflammation ou même une activité épileptique. Elle va dépendre également de la capacité de dissipation de cette chaleur du débit sanguin cérébral, comme on le voit dans la VCE, avec une augmentation de la température qui va être graduelle entre l'oligémie et le cœur ischémique. Néanmoins, si le débit sanguin cérébral baisse trop, c'est l'inverse qui va se passer avec une baisse du métabolisme, donc une baisse de la production de chaleur, et donc à l'extrême, le gradient va être le plus négatif en cas de mort encéphalique. Et puis finalement, le cas de la craniectomie décompressive est un peu particulier puisque on va rétablir en fait via le scalp une capacité d'échange avec l'extérieur. Alors finalement, est-ce qu'il faut mesurer la température intracérébrale? Les recommandations d'experts sur le contrôle ciblé de la température nous disent qu'il faut monitorer une température centrale, et c'est que dans la section de l'argumentaire que la température cérébrale est considérée comme le site de choix, mais ça n'est juste qu'une opinion d'expert puisque il n'y a pas de justification expérimentale de haut niveau pour étayer cette recommandation. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve d'amélioration du pronostic quand on contrôle la température cérébrale. C'est vrai aussi que on ne sait pas exactement comment tirer parti en fait de ce gradient en termes d'inflammation ou de débit sanguin cérébral. Néanmoins, je pense que oui, parce que le gradient entre la température systémique et la température cérébrale est variable et il n'est pas prédictible. Et si mon patient a 37 degrés en température vésicale ou rectale, mais 39,5 en température cérébrale, alors qu'il y a une souffrance cérébrale après un arrêt cardiaque ou un traumatisme crânien par exemple, je préfère le savoir. Et j'irai même plus loin, je pense qu'on peut même se demander si l'échec des grandes études sur le contrôle ciblé de la température en termes de pronostic sur les patients cérébraux lésés n'est pas lié au fait qu'on aurait pu se tromper de cible en visant la température systémique plutôt que la température cérébrale. Enfin, il faut rappeler, cette température n'est pas très contraignante puisque on dispose en fait de ces valeurs sans cathéter supplémentaire dès lors qu'on met en place un cathéter de pic chez les patients. Pour finir, je vais vous présenter deux cas cliniques d'utilisation de la température cérébrale.
Le premier cas, c'est un patient de 62 ans avec une hémorragie ménagée sévère euh, qui est sédaté et ventilé. Vous voyez ici son scanner, donc un grade de Fischer modifié à 5. Le premier jour, à l'admission, il bénéficie d'une dérivation ventriculaire externe pour drainer l'hémorragie intraventriculaire et d'une embolisation de son anévrisme qui est ici en terminaison carotidien. Malheureusement, les jours suivants, alors que la pression intracrânienne est relativement bien contrôlée, le patient développe une PAVM obligeant à le sédater profondément avec une curarisation. Par la suite, chaque jour, nous avons essayé d'arrêter cette curarisation, mais comme vous pouvez le voir, la température cérébrale remontait considérablement, alors que même que la pique et la pression de perfusion cérébrale étaient relativement contrôlées. Du coup, on était obligé de reprendre la curarisation chaque jour. Et ce n'est qu'à J5 que la température cérébrale est devenue acceptable, nous permettant d'arrêter définitivement le curare et la sédation, euh, et permettant aux patients de se réveiller. Donc vous voyez que dans ce cas clinique, la décurarisation et la désédation ont échoué tant que la température cérébrale n'était pas contrôlée. Le deuxième cas clinique est celui d'un patient de 48 ans sans antécédents médicaux qui s'est présenté aux urgences avec un trouble de la conscience lié à un hématome intraparenchymateux euh, profond à gauche. En raison du coma, le patient a été intubé, ventilé, et on a mis en place un cathéter de mesure de la pression intracrânienne, permettant également de mesurer la température. Vous voyez ici les courbes de température systémique en bleu et de température cérébrale en orange, et donc leur évolution sur les 3 premiers jours. Sur ce diagramme sont figurées la courbe de pression artérielle moyenne en gris, la courbe de pic en jaune et la pression des perfusions cérébrales en bleu. On peut y distinguer 4 périodes. La première à gauche où la pique suit la pression artérielle moyenne euh, et donc il n'y a pas d'autorégulation. Ensuite, une deuxième période où la pique évolue de manière opposée à la pression artérielle moyenne, avec donc présence d'une autorégulation qui s'annule finalement, puisque pendant la période suivante, la pique et la PAM évoluent de manière opposée, et à nouveau, en fin de diagramme, une période d'autorégulation présente. Vous voyez ici le diagramme auquel on a ajouté la température cérébrale. Vous pouvez voir que quand il n'y a pas d'autorégulation, la température cérébrale est liée à la pression artérielle moyenne et à la PPC, et donc probablement au débit sanguin cérébral. A l'inverse, quand il y a une autorégulation, la température cérébrale est opposée à la pression de perfusion cérébrale et semble plutôt évoluer dans le même sens que la pression intracrânienne. Donc ce cas clinique corrobore les données théoriques qui disent que la température cérébrale augmente quand le débit sanguin cérébral est insuffisant pour dissiper la production de chaleur, mais seulement dans les moments où il y a une autorégulation. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le lien entre la température cérébrale et la pression de perfusion sont complexes et surtout ils sont difficiles à anticiper. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est utile en fait de mesurer la température cérébrale comme facteur de sécurité supplémentaire pour nos patients. Et je finirai par donner quelques précisions sur mon utilisation en pratique de la température cérébrale. Les indications que je retiens, c'est tous les patients qui requièrent un monitorage de la pression intracrânienne en raison de lésions cérébrales sévères, qu'elles soient traumatiques, vasculaires, tumorales, infectieuses ou inflammatoires, y compris en cas de dérivation ventriculaire externe associée. Le matériel que j'utilise est un monitorage de la pression
intraparenchymateuse avec un cathéter inséré à travers un boulon dans le crâne. L'insertion se fait à 2 cm de profondeur dans le parenchyme, du côté du lobe frontal le plus lésé ou par défaut sur le lobe frontal droit. L'association est systématique avec un monitorage de la température systémique que nous faisons généralement au niveau de la vessie, de manière à avoir en permanence le gradient cérébro-systémique. La durée du monitorage va de la phase précoce de neuroréanimation, c'est-à-dire période durant laquelle l'hyperthermie est susceptible d'aggraver les lésions neuronales, jusqu'à la fin du monitorage de la pression intracrânienne. Et on comprend naturellement, et en particulier, la période pendant laquelle on fait du contrôle ciblé de la température. Les seuils d'intervention pour un traitement antipyrétique ou un contrôle ciblé de la température sont généralement une température cérébrale de plus de 38,5 pendant plus de 30 minutes. Je vous remercie pour votre attention.